Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette table ronde. Je parlais un peu de ces tables rondes. Alors, je suis Guénel Guillemot. Je suis le responsable du département Industrie et Services. Donc, pour rappel ou information sur le campus ici saisi de Nanterre, nous avons 4 départements. Industrie et Services, BTP, Sciences du numérique, Management et RH. Ça tombe bien puisque aujourd'hui, nous allons parler, ou vous allez parler ensemble de RH. Alors, cette table ronde est une grande première qui va être diffusée via Twitch, qui va être enregistrée. Pour ceux qui étaient là qui sont là depuis un certain temps, vous connaissez les causeries du CESI qui avaient lieu tous les mardis de 13h à 14h. Ça a été une belle aventure. En 10 ans, on a dû faire à peu près 250 causeries dans cet amphithéâtre, avec à chaque fois un parterre d'étudiants ingénieurs, d'élèves ingénieurs, d'élèves de tous les départements. Et on s'est aperçu qu'après 250 conférences, il était temps de passer à autre chose. Et voilà. Et donc, on vous propose un nouveau concept qu'on a baptisé Interférence. Comme son nom l'indique, interférence, ça veut dire qu'on va discuter, on va partager des opinions, notamment avec des anciens élèves, des entreprises, des professionnels, des enseignants-chercheurs. Et le principe, c'est d'avoir un cycle de table ronde sur une année. Donc là, vous avez le planning, la première aujourd'hui, et à peu près chaque mois, sur une thématique différente, nous allons vous inviter pour participer à ces tables rondes sur ces différents sujets. Alors, le principe... on va essayer de le monter en puissance, mais le principe, ça va être une première intervention de quelqu'un qui va présenter la thématique, et après, un partage, une confrontation de différents points de vue sur le sujet. Donc aujourd'hui, vous assisterez à cette table ronde, cette première table ronde. Voilà, je vais laisser la parole à Simona, et bonne audition pour cette première. Je vais faire la transition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être présents. Je suis Simona Racou et je suis responsable d'unité RH à CESI sur le campus de Nanterre. Donc, le département RH exécutif a le plaisir d'inaugurer ce nouveau cycle de conférences qui sera après continué donc une fois par mois par les autres départements, donc sur des thématiques liées à l'innovation, à l'informatique, à l'intelligence artificielle, à l'industrie et ainsi de suite. Ce soir, nous avons le plaisir d'inaugurer avec une thématique transverse liée aux ressources humaines, mais qui intéresse normalement tout le monde, qui est liée à la transparence salariale. Nous avons la chance, le plaisir de recevoir ce soir avec nous Sandrine Dorb, qui est conférencière, experte en stratégie de rémunération, créatrice également de How Much, qui va animer, qui va introduire ce sujet, qui va essayer de le décrypter pour vous. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi on vous a invité ce soir? Donc, elle nous fera une première présentation du sujet et par la suite, elle sera accompagnée dans un échange par Monsieur Alain Cissé, directeur général de ProEngine, et Pierre Audierne, DRH de Smile and Pay. Donc, merci à vous trois d'être présents. Je laisse la parole à Sandrine. Merci beaucoup Simona pour cette introduction. Merci à vous toutes et tous d'être venus un mardi soir pour parler de rémunération. C'est pas toujours évident, je suis très flattée que vous m'accompagniez ce soir. Moi, la rémunération, c'est un sujet que j'adore et que je pratique depuis plus de 15 ans maintenant. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'un slogan, c'est une conviction profonde. Et ça, moi, je l'ai compris chez ma dentiste. Juste avant un soin, elle voulait me détendre, donc elle me pose des questions, elle me demande ce que je fais dans la vie. Alors je lui explique, conseil en rémunération, les conférences, les formations. Et là, elle rigole, et elle me dit « Ah,
mais vous et moi, on a un point en commun. Je suis curieuse. Elle déroule et elle me dit « Mais alors, moi, je ne peux pas aller à un dîner de famille, à une soirée, sans que les gens me parlent de leurs petits problèmes de gencives, de leurs douleurs dentaires. » Elle me dit « Vous, ça doit être pareil. Les gens doivent être tout le temps en train de vous demander des conseils sur la rémunération, sur comment négocier son salaire. » Et c'est vraiment à ce moment précis, dans son fauteuil en sky, allongé, la lumière dans la tronche, que je réalise que pas du tout. Pas du tout. En 20 ans de carrière en ressources humaines, je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre d'amis qui m'ont demandé un conseil précis en matière de rémunération. Alors, entendons-nous bien, je ne m'en plains pas. Mais tout de même, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi même les gens de qui je suis proche n'osent pas aborder ce sujet avec moi ? En réfléchissant au sujet, je me rends compte que quand on parle de rémunération, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on confond notre valeur en tant que personne avec la valeur de notre CV sur le marché du travail. La deuxième chose qui se passe, c'est que quand on parle de rémunération, tout de suite, on va se comparer. On pourrait faire l'expérience là maintenant. Si je vous donne mon salaire, sans même y penser, sans même le vouloir, vous allez le comparer au vôtre. Si je gagne autant, voire plus que vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que c'est normal, compte tenu de mon âge, de mon champ d'expertise, de mon impact sur la société, est-ce que c'est normal que je gagne autant ? Par contre, si je gagne moins, là, vous allez vous dire, ça va. Ce qu'elle fait, c'est quand même pas si fou que ça, quoi. On le fait sans y penser, on ne peut pas s'en empêcher. Mais ça fait que parler de rémunération en entreprise ou à l'extérieur, c'est délicat, c'est compliqué, on n'aime pas ça. Et on n'aime pas ça pour deux raisons. La rémunération, c'est deux tabous en un. Le tabou de l'argent et le tabou des émotions. Je vous propose qu'on explore ensemble, quelques minutes, le tabou de l'argent. Alors, je vais quand même commencer par un petit quiz. Qui a dit ? Les problèmes d'argent seront traités par les personnes cultivées de la même manière que les problèmes sexuels, avec la même incohérence, la même pudibonderie et la même hypocrisie. J'ai des propositions. Est-ce que c'est Winston Churchill ? Est-ce que c'est Freud ? Ou est-ce que c'est Colette ? Alors on va le faire à main levée. Qui pense que c'est Freud ? Ok. Qui pense que c'est Churchill ? Qui pense que c'est Colette ? Oui. Il y a un indice. Il a parlé de sexualité. Bon, s'il avait parlé de parents, tout de suite, vous auriez vu, ça aurait été trop évident. Mais c'est Freud qui a dit ça. Et Freud, il a dit ça en 1905. Alors, depuis 1905, on a peut-être fait un peu de route quand même. Mais figurez-vous que 100 ans plus tard, il y a une chercheuse française qui a fait ce travail-là. Alors, je vous présente Janine Mossus-Lavaux, qui est une chercheuse au laboratoire de Sciences Po et qui a deux spécialités, la sexualité, l'argent. En vrai, elle en a une troisième, et je vous jure que c'est vrai, la troisième, c'est André Malraux. J'ai pas lu encore son travail sur Malraux, donc je me demande s'il y a un lien entre les trois thèmes de recherche. Néanmoins, Janine Mossus-Lavaux, au début des années 2000, elle décide de lancer un grand travail de recherche inédit en France sur la sexualité des Français. Elle et son équipe de recherche parcourent la France, ils rencontrent plus de 500 Français ayant des profils très différents, et elle en fait un livre, La vie sexuelle en France. 2 ans plus tard, Janine se dit, on va s'attaquer au deuxième tabou clé en France, l'argent. Elle repart sur les routes de France, mais elle se dit quand même, il y a plein de gens que j'ai interrogés dans la première étude, que je pourrais réinterroger dans la deuxième, on va gagner du temps. Je les connais déjà, et on s'est déjà parlé de sujets un peu compliqués. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Dans l'intro de son livre, L'argent et nous, elle nous parle d'un homme. Un homme, 55 ans, très installé socialement, dirigeant d'entreprise, plutôt à l'aise financièrement, et ce monsieur avait été très à l'aise pour lui raconter les détails de sa vie sexuelle. Elle se dit, lui, c'est un bon candidat. C'est un très bon candidat, il va avoir des choses à me dire. Elle le rencontre de nouveau, et là, l'entretien ne se passe pas du tout pareil. Alors, elle ne le dit pas dans l'intro de son livre, mais elle me l'a dit en vrai. Elle me dit, en plus, c'est un monsieur qui était très grand et un peu gros. Et elle dit que quand il m'avait parlé de sexualité, il prenait la place dans la salle. Il était là, il existait. Quand il parlait d'argent, il essayait de se rapetisser sur sa chaise et de rentrer un peu en lui-même. Finalement, il a interrompu l'interview en lui disant, écoutez, là, vous me posez des questions impossibles, vous me mettez très très mal à l'aise. C'est là où Janine, elle touche du doigt un truc qui est clé sur notre rapport à l'argent. On n'aime pas trop en parler. Et finalement, parler d'argent, c'est plus compliqué de parler de sexualité. À votre avis, lequel de ces deux livres c'est le mieux vendu ?
Alors pareil à main levée, qui pense que c'est la vie sexuelle en France? Ouais, qui pense que c'est l'argent et nous? La vie sexuelle en France est rééditée tous les 2-3 ans. C'est un bouquin qui se vend bien et qui, pour un bouquin de recherche, est assez accessible et très intéressant à lire. L'argent et nous est aussi un bouquin de recherche très accessible et très intéressant à lire, mais il n'a pas été réédité. Vous ne le trouverez que d'occasion. Moi, j'aime bien offrir des livres aux gens avec qui je travaille ou avec mes clients. Celui-ci, je peux l'offrir qu'aux gens avec qui je suis intime, hein, parce que je l'achète d'occasion. Donc c'est un peu délicat quand même de refourguer ces vieux livres qui ont l'air de traîner au fond du placard depuis longtemps. Et alors, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a un sujet autour de l'argent en France. Dans son livre, Janine Mossus-Lavaux nous explique qu'il y a quand même une particularité française dans son rapport à l'argent. Alors, d'autres chercheurs vont dire que particularité, c'est un peu exagéré parce que finalement, toutes les cultures ont une particularité au rapport à l'argent. Et je vais vous parler un petit peu des éléments clés dans la culture française qui font que on a un peu du mal avec ce sujet. Il y a plein d'éléments, mais j'en ai pris 3 parce que Simona m'a dit que je n'avais pas toute la soirée. Premier élément, notre héritage catholique. Quand bien même il y a de moins en moins de croyants en France, l'Église catholique a eu le monopole sur l'économie, le social, le politique, l'éducatif, entre le baptême de Clovis et la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça fait quand même 1500 ans d'hégémonie. Et ça laisse des traces. Parfois, on me dit l'Église catholique et ses dorures auraient des problèmes avec l'argent. Et là, il faut distinguer le dogme et la gouvernance. Certes, point de vue gouvernance, on pourrait se dire que ça va, ils sont à l'aise avec le sujet. Mais quand on lit le texte, on voit que c'est là que ça se joue. Et c'est le texte qui a joué dans la transmission pendant des générations et des générations. Quand on lit la Bible, alors je ne fais pas ça tous les samedis soirs, hein, mais on voit qu'il y a plein d'injonctions négatives à l'argent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de caté, mais je vais vous en donner une seule. Que votre vie ne soit pas menée par le désir de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Là, j'ai 2-3 patrons qui me l'afficheraient bien, la machine à café, celle-là. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce qui fait que de génération en génération, on perpétue des idées, on ne sait même plus d'où elles viennent. Et parfois, on me dit, mais alors moi, je ne suis pas née en France et mes parents non plus. Et c'est là que je trouve ça fou, parce que je crois fermement que du moment où on est allé à l'école en France petit, on prend tout ça, on prend cet héritage avec soi, quand bien même on ne sait même plus d'où ça vient. Un autre élément, ce sont nos origines paysannes. On a oublié dans nos vies très urbaines, mais jusqu'à la moitié du 19e siècle, 80% de la population française vivait en ruralité. Et en 1850, au fin fond de la Creuse, pas d'assurance chômage, pas d'assurance maladie, pas de fonds de solidarité en cas de pandémie mondiale. Donc avoir de l'argent, c'était vital. Avoir de l'argent, c'était vital. Avoir un petit pécule, c'était vital. Mais il n'y avait pas non plus de banque telles que nous on les connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de guichet dans lequel on allait déposer ses économies. Donc les gens gardaient les sous à la maison, dans les bas de laine, sous le matelas. Du coup, celles et ceux qui se vantaient d'avoir accumulé un petit peu de biens prenaient surtout le risque qu'on vienne à la maison se servir à la source. Et ça, il nous en reste 2 choses. Avoir de l'argent, c'est vital. Et vous l'avez peut-être constaté chez des gens qui factuellement ont les moyens, ont du capital, ont de quoi vivre en cas de pépin. Mais pourtant, ces gens restent persuadés qu'il leur faut toujours plus. Ils continuent d'avoir très peur du manque. La deuxième chose, c'est que le faire savoir, c'est dangereux. Et là, il faut que je vous raconte un dîner auquel je suis allée. Alors, c'est un dîner... je sais plus comment, le dîner clandestin, on ne sait pas avec qui on dîne. C'est un concept, il y a des gens qui payent pour faire ça. Je vais à ce dîner et il y a un couple très m'as-tu vu. Lui était chef d'une entreprise dont on parlait beaucoup à Paris. Elle était mannequin, elle était littéralement mannequin. Et ils étaient très show-off tous les deux. À un moment du repas, lui, il veut lancer une discussion autour de la table en nous disant, voilà, si on cumule mes revenus et ceux de ma femme, à nous deux, on fait 1,5 million par an. Et vous? Nous, on était autour de la table et non, on va pas répondre. Donc il s'est moqué de nous en disant qu'on était très français, ce à quoi on a répondu, ouais, carrément, on va pas te répondre.
Un peu plus tard dans la soirée, elle, je la recroise dans la cuisine, les fameuses contre-soirées, celles où on apprend les trucs les plus intéressants. Et on en parle. Et elle me dit, mais je déteste quand il fait ça. Alors je me dis, fichtre, un récidiviste. Je dis, je déteste quand il fait ça. Et on discute, et je lui demande, mais comment elle se sent? Elle me dit, mais à chaque fois qu'il fait ça, il me fait peur. J'ai peur. T'as peur de quoi? Je dis, mais j'ai peur qu'on pense qu'on est riche. À 1,5 million par an, on peut se le dire, on est riche, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a fait penser à ça. Sa peur, elle vient de là. Troisième élément que je voulais partager avec vous ce soir, c'est nos parents. Nos parents ont un rapport particulier à l'argent et ils nous l'ont soit ils nous l'ont transmis, soit on a grandi en opposition à ça. Je vais vous donner 2 exemples, 2 dirigeants d'entreprise que j'ai rencontrés. Le premier, dirigeant d'une grande entreprise française, qui est né dans le 16e arrondissement, qui a toujours vécu de manière très 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 confortable. Mais par contre, sa mère, à lui, elle venait d'un milieu très modeste. Et donc sa mère, quand bien même ça devenait une dame respectable du 16e arrondissement avec beaucoup de biens, elle restait très économe. Il n'y avait jamais d'achat superflu, jamais de gaspillage, elle faisait hyper gaffe. Et lui, il a récupéré ça. Alors, maintenant, il a fait un travail, il sait d'où vient cet aspect. Ses copains disaient qu'il était un peu radin. Lui, il ne s'estime pas radin, il est économe et frugal. Et ça, il le tient de sa mère. Une autre dirigeante d'entreprise, en faisant ce travail de réflexion sur son rapport à l'argent, s'est rendue compte que quand elle était salariée et qu'elle devait parler de rémunération avec ses managers et ses employeurs, elle avait toujours des discussions hyper tendues. Et en faisant le travail de recherche sur quel est son rapport à l'argent, elle s'est rendue compte qu'elle, quand elle était plus jeune, sa mère, elle essayait de boucler le budget du foyer tant bien que mal, avec un père, pour le coup, particulièrement radin, qui déliait rarement les cordons de la bourse, et elle avait grandi en étant témoin de sa mère, qui était tout le temps en train de réclamer. Et donc, cette femme, en grandissant, en devenant salariée, elle s'est rendue compte que quand elle devait négocier une augmentation, ou elle devait négocier son salaire, elle avait l'impression de se retrouver dans la position de la femme qui demande de l'argent à quelqu'un. Aujourd'hui, elle est dirigeante d'entreprise, elle a fait un travail sur elle, elle a compris d'où ça venait, donc elle a pu un peu adoucir son rapport à ça, mais vous voyez, le rôle des parents est hyper important. Vient ensuite l'école, le premier grand moment de socialisation, quand on sort du foyer familial et qu'on rentre en contact avec le reste de la société. D'ailleurs, à votre avis, à quel âge un enfant prend conscience du rapport à l'argent, enfin, prend conscience du concept d'argent? 20 ans. Ouais, les psychologues pensent plus que c'est autour de 7 ans. C'est autour de 7 ans que les enfants prennent conscience du concept d'argent, qu'ils prennent conscience que certains ont plus que d'autres, que certains partent plus en vacances que d'autres. C'est quand ils rentrent à l'école et qu'ils rentrent surtout dans l'école primaire, qu'ils sont témoins en fait des premières inégalités, des premières injustices. Et ces premières expériences-là, elles vont être fondatrices dans notre façon de voir l'argent. Alors, il y a d'autres éléments qui expliquent notre rapport à l'argent. Je voulais juste vous montrer qu'en fonction du contexte socio-culturel dans lequel on évolue, il y a plein de choses qu'on porte en nous, dont on n'est pas conscient, mais qui expliquent le fait que vous mettez un Chinois, un Américain, un Français autour de la table pour parler de rémunération, on peut se marrer un peu. Le rapport à l'argent, pour moi, je le vois vraiment parfois comme un mur, parce que quand on n'est pas conscient de son rapport à l'argent, c'est difficile de pouvoir accepter celui de l'autre et dialoguer. Il y a quelque temps, je parlais de ça et quelqu'un m'a dit « mais c'est peut-être vrai pour votre génération ». Alors, cette phrase ne commence jamais bien. C'est peut-être vrai pour votre génération, mais moi qui suis beaucoup plus jeune, non mais ça va là, moi qui suis beaucoup plus jeune, j'ai pas ce problème-là. Moi je parle d'argent au bureau, j'en parle avec mes amis, j'ai pas le sujet. Alors j'ai testé l'idée quand même, j'ai quand même testé l'idée. Je me suis tournée à l'époque, je donnais des cours dans un master 2 RH. Donc je me dis, tiens, j'ai 20 jeunes devant moi, je vais tester l'expérience. Je suis pas sûre que ce soit hyper représentatif du tissu français et que l'INSEE valide, mais bon, on prend ce qu'on a. Donc je demande à ma classe, ils étaient en apprentissage, sinon ça ne marche pas. Donc je leur demande, votre salaire, est-ce que vous êtes assez à l'aise avec, est-ce que vous en parlez? Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, les dés sont un peu pipés quand on est en apprentissage, notre salaire est soumis à une grille. C'est quand même plus facile de parler de sa rémunération quand il y a une grille qui est connue de tous. Et donc j'ai quand même la moitié de la classe qui baisse la tête, qui regarde ses pompes et qui attend que le temps passe. Et l'autre moitié, par contre, très véhémente, oui, bien sûr, pas de problème, c'est un truc de vieux, de faire des...
Et finalement, je cible la jeune femme la plus véhémente, la plus assertive, qui faisait le plus de mouvements avec les bras. Donc je lui dis, donc vous n'avez pas de problème pour parler de votre rémunération. Mais non, vous en parlez chez vous, mais oui. Vous en parlez au bureau, mais oui. Vous en parlez avec vos amis. La seconde qui dit tout. Oui. Vous en parlez avec vos amis ou pas? Oui, bon, pas avec tous mes amis. Tiens donc. Pourquoi pas avec tous vos amis? Il dit oui, parce que vous savez, moi je suis en RH, et en RH, par rapport à d'autres fonctions, on n'est pas très bien rémunéré. Et donc je ne parle de mon salaire qu'avec les gens dont je sais qu'ils gagnent la même chose que moi, sinon je ne leur en parle pas. Je dis mais pourquoi? Il me dit, j'ai pas envie qu'ils pensent que ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Ah. Donc, ma jeunesse, elle a certes moins de mal à parler d'argent, mais elle a un problème avec le deuxième tabou qui sous-tend la rémunération. Je vous ai dit, la rémunération, c'est 2 tabous en un. C'est le tabou de l'argent et c'est le tabou des émotions. Alors, quand je commence à parler d'émotions, on dit chic, on va aller faire un tour à oui, au pays de la RH. Pas du tout, c'est très sérieux. Une émotion, c'est ni plus ni moins que le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que quelque chose va bien. On a tous et toutes des besoins fondamentaux et nos émotions sont le signal que nos besoins ils sont remplis ou ils ne sont pas remplis. Et en général, on ne parle pas beaucoup de nos émotions, alors en matière de rémunération, encore moins. En matière de rémunération, encore moins, parce que souvent, quand on parle de rémunération, ce n'est pas les jolies émotions qui nous viennent. Quand on parle de rémunération, en entreprise ou pas, ce qui nous vient, souvent, c'est la jalousie, la honte, l'envie, la colère parfois, ou la tristesse. C'est autant d'émotions qui arrivent et ces émotions, alors déjà on n'apprend pas à l'école à les identifier, on n'apprend pas à en parler et du coup on arrive en entreprise à devoir parler d'un sujet qui est tabou avec des outils que l'on n'a pas. C'est pour ça que moi je pense fondamentalement que la rémunération c'est un sujet qui est un peu dur. Parfois on pense quand on veut voir le sujet de manière uniquement technique que c'est très simple parce qu'on parle de chiffres, qu'on les additionne et que c'est quand même bien pratique. Moi, je vois vraiment ça comme un mur. Enfin, quand on regarde un mur, on se dit, il n'y a rien qui ressemble plus à une brique qu'une brique. En fait, il n'y a pas 2 briques qui se ressemblent. Même quand vous prenez des choses très industrielles, il n'y a pas 2 briques qui se ressemblent. Pour moi, c'est ça notre rapport à l'argent. On pense qu'on parle de la même chose. Je vais mettre plus loin. Pour moi, c'est ça notre rapport à la rémunération. On pense qu'on parle de la même chose et c'est absolument pas le cas. Et que la plupart du temps, soi-même, on n'est pas conscient de ce qu'on essaye de verbaliser quand on parle d'argent. Je dis souvent à mes clients, quelqu'un qui vient vous demander une augmentation, veut de l'argent, mais pas que. Et il faut aller chercher, il faut accepter en tout cas que cette part émotionnelle, elle existe. Alors on me dit parfois, oui, mais c'est pas à l'entreprise de gérer les problèmes émotionnels des gens. Il fallait bien que Michel s'invite à cette soirée. Mais c'est un débat. Néanmoins, il y a une chose que l'entreprise elle peut faire pour cadrer le dialogue autour de la rémunération, eh bien, c'est définir de manière très claire une politique de rémunération. Moi, j'aime bien quand on définit les termes. Typiquement, la rémunération, c'est ni plus ni moins que la contrepartie d'un travail fourni. Et c'est tout ce qui représente un coût pour l'entreprise et un gain pour les salariés. J'insiste sur la partie gain pour les salariés. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui coûte à l'entreprise, mais où en face les gens n'ont pas l'impression que ça leur apporte quelque chose, ça s'appelle un budget très mal dépensé. La rémunération, c'est simple. C'est la contrepartie d'un travail fourni, c'est tout ce qui coûte à l'entreprise et qui représente un gain pour les salariés. La politique de rémunération, j'ai aussi une définition hyper simple là-dessus, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à toute l'entreprise. Parfois, on me dit, mais nous, on est une petite société, on n'est que 80, on n'a pas besoin d'une politique. Je trouve qu'à 2, déjà, se mettre d'accord sur des règles qu'on va appliquer dans tous les cas, c'est déjà pas mal. Une politique, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à tous. Oui, je recycle mes slides. La politique de rémunération, elle doit répondre à 2 questions. La première, c'est qu'à travers une politique de rémunération, les gens doivent comprendre comment leur salaire est défini. De manière très claire. Pourquoi est-ce que moi j'ai 40 et que vous avez 42 alors qu'on fait le même job? Et je veux une réponse claire et pas ça fait 2 ans que vous êtes là, c'est le marché, blablabla. On veut une réponse très claire. Et la deuxième chose à laquelle la politique de rémunération doit répondre, c'est comment est-ce que mon salaire il va évoluer dans le temps. On a besoin d'avoir de la visibilité, d'avoir des perspectives.
Et la plupart du temps, on est plutôt dans le brouillard à ce sujet. On nous dit que potentiellement, en fonction des prochaines évaluations professionnelles et du budget, il est possible qu'on ait une augmentation. On ne peut pas s'engager sur le montant, quand bien même on fait tous les ans la même chose, mais on ne peut pas s'engager sur le montant. Voilà. Ça, ce n'est pas de la visibilité. Une bonne politique de rémunération, elle permet de répondre à ces deux questions. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est comme ça que je définissais la transparence. Quand des gens me contactaient en me disant on veut travailler sur la transparence, c'est la définition que je leur donnais. Comment mon salaire est défini, comment il va évoluer dans le temps. Mais, puisque vous êtes là, vous le savez, il y a une directive européenne qui va être transposée en droit français d'ici l'été 2026, qui propose sa propre définition de la transparence et qui va imposer aux entreprises tout un tas d'ajustements. Je vais vous les présenter rapidement avant qu'on passe à la table ronde. Alors déjà, la philosophie de cette directive européenne, l'idée c'est vraiment de promouvoir l'égalité salariale, de réduire enfin les écarts salariaux et de réinstaurer la confiance et l'équité en entreprise. Depuis, ça fait quand même un moment, moi je trouve que les rapports en entreprise se dégradent, que les rapports sont un peu plus compliqués, qu'il y a de plus en plus de défiance, quel que soit le secteur, de plus en plus de méfiance. La directive, elle est là aussi pour répondre à ça, c'est-à-dire on va remettre le débat au bon endroit et on va réduire enfin les écarts de rémunération. Première chose qui va beaucoup changer avec cette directive, c'est au moment du recrutement. Au moment du recrutement, on doit s'assurer que les candidats et les candidates ont toutes les informations de rémunération avant le premier entretien. Alors en ce moment, on parle beaucoup justement des salaires dans les offres d'emploi. Ça, c'est juste une façon de le faire facilement. Ce que la directive dit, c'est qu'il faut qu'on s'assure que... Alors en vrai, vous pourriez aussi ne pas le mettre dans vos offres d'emploi, attendre que les gens viennent à l'entretien, leur donner le package de rémunération, leur faire signer un papier qui dit qu'elles ont bien eu l'information. Ça vous fait perdre du temps. Tout le monde le mettra dans les offres d'emploi et pas vous. Franchement, autant s'alléger la charge et le mettre dans les offres d'emploi. La deuxième chose qui va changer au moment du recrutement, c'est qu'on ne pourra plus demander aux gens leurs antécédents salariaux. On ne pourra plus demander aux gens, après la fameuse question « Quelles sont vos prétentions ?», c'est peut-être à combien. Ça, ce sera verboten. On ne pourra plus le faire. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir du biais qu'on peut avoir à l'entretien. Quand une personne, on sait qu'on a un budget de 50, que la personne, elle dit, moi aujourd'hui je suis à 40 et je demande 45, on se dit, poup, la marge. J'ai gagné. Et parfois, c'est même pas de la malveillance, hein, c'est pas on se dit chic, je fais des économies. Moi, la plupart de mes clients, ils se disent, j'ai de la marge. C'est-à-dire que si aujourd'hui je la prends à 45, elle sera contente, et l'année prochaine, j'ai encore de la marge pour l'augmenter si on est très content. Donc il n'y a pas toujours du vice derrière cette question, mais le fait est que ce sera interdit. La deuxième chose fondamentale dans cette directive, c'est le droit à l'information. C'est-à-dire que les salariés ont le droit d'avoir accès à des données, alors pas individuelles, hein, je vous arrête tout de suite, mais des données de salaire à poste équivalent. À poste équivalent, on peut dire, OK, la moyenne pour mon grade, elle est combien ? Et donc, pour voir comment est-ce qu'on se positionne au sein de profils équivalents. La deuxième chose qui change beaucoup dans le droit à l'information, c'est l'interdiction du secret salarial. On ne peut pas dire à quelqu'un, ne le répète pas. On ne peut pas le reprocher si il ou elle le fait. Et on peut encore moins faire signer un papier qui dit qu'on ne doit pas divulguer les informations autour des salaires. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, alors ça c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein. Quand la directive sera transposée en droit français, on aura un peu plus de détails sur qui exactement sera concerné à quelle échéance. Mais pour les plus grandes entreprises, il va y avoir des obligations de reporting qui vont être plus importantes. Alors autant vous dire que pour celles et ceux qui ont aimé l'index égalité homme-femme, là vous allez vous régaler. Hein. On pressent que l'index égalité homme-femme va être aménagé pour prendre en compte ces nouvelles obligations-là. Et comme l'index égalité homme-femme, il va y avoir un déploiement, on suppose, qu'il y aura un déploiement progressif dans les entreprises en fonction de leur taille. D'ailleurs, pour rappel, l'index égalité homme-femme, le premier, il a été publié en mars 2019 sur les données 2018. La dernière vague est arrivée en septembre 2024, hein, avec les collectivités territoriales. Donc aussi, on peut se dire que oui, en 2026, il y aura une obligation, en fonction de la taille de l'entreprise, l'obligation de publier, elle sera peut-être progressive, on va peut-être gagner un petit peu de temps. Tout ça, évidemment, c'est dans le but de réduire les inégalités. Et d'ailleurs, quand, dans les études qu'on fait, on identifie des écarts salariaux, il faut les réduire. Ça paraît un peu bête, hein, mais aujourd'hui, voilà, il y a un écart salarial, on le réduit. Et dans les plus grandes entreprises, il faudra même rendre des comptes aux partenaires sociaux.
Il faudra dire aux partenaires sociaux, voilà l'écart qu'on a identifié et voilà ce qu'on a mis en place pour le réduire. Moi, mon petit préféré, c'est quand même l'inversion de la charge de la preuve. Aujourd'hui, je suis une salariée de votre entreprise, j'estime que je suis discriminée, et ben, je vais monter mon petit dossier, je vais aller voir le juge du prud'homme et je vais dire, voilà, je suis discriminée. Demain, j'irai voir le juge en disant, elle me discrimine, et c'est à vous de monter un dossier pour expliquer que je ne suis pas discriminée. Ça, en termes de charge administrative, ça va être coton quand même. Et c'est mon petit préféré. Et évidemment, en cas de non-respect de tout ceci, il y aura des sanctions financières, comme l'index égalité homme-femme, pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, il y a de quoi faire peur. Mais moi, je vous parlais d'un truc qui fait... Enfin, ça fait beaucoup de débats, il y a beaucoup d'entreprises qui s'inquiètent. Je vous parlais d'un truc qui, moi, me fait vraiment peur. La Finlande. Alors, le pays en tant que tel est charmant, hein. Mais en Finlande, pour réduire les écarts salariaux, pour promouvoir l'égalité de salaire, ils ont fait un truc hyper simple. La journée de la jalousie. Il y a une journée par an, une seule, où vous avez le droit de demander la fiche d'imposition de n'importe qui. N'importe qui. Et c'est une journée où les centres d'impôts sont surchargés de journalistes. Et du coup, en Finlande, c'est un vrai marronnier de la presse, hein, où justement on se rue au centre des impôts pour demander les fiches d'impôts des stars, des ministres, etc., etc. Il y a deux petites contraintes, je viens de le dire. À l'heure de la numérisation à outrance, il faut se déplacer. Il y a un coût quand même. Il faut quand même aller dans le centre des impôts. Donc il faut quand même poser sa RTT. Et la deuxième, c'est que si vous voulez aller vérifier la fiche d'imposition de votre beau-frère, il va recevoir une notification. Ça mettra l'ambiance à Noël. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est quelle journée ? Je ne sais pas quand est-ce que c'est dans l'année. Je vous avoue, je ne sais pas quand c'est, mais ça s'appelle la journée de la jalousie. C'est en finlandais. Mon finnois étant ce qu'il est, je vous ai fait la traduction. Et voilà. Tout pour dire que la transparence, c'est un sujet qui est en marche, quand bien même aujourd'hui il y a une directive. Avant ça, c'était quand même dans l'air du temps. La directive arrive, il faut qu'on se mette en ordre de marche. Et maintenant, je vous invite à accueillir Pierre Audierne et Alain Cissé pour nous parler des défis que les entreprises rencontrent dans l'ère de la transparence. Juste avant de démarrer l'échange, juste un petit message pour notre public Twitch, parce qu'effectivement, cette table ronde, elle est diffusée aussi sur la chaîne Twitch. Nous allons prendre un temps par la suite pour les questions du public. Donc, dans la mesure du possible, gardez vos questions pour la fin de l'échange et Estelle se fera un plaisir après de les adresser à nos intervenants. Excusez-moi, je rajoute juste quelque chose pour les questions pour le public. Si vous avez des remarques ou des questions, levez bien la main puisque tout passe via le micro. Donc si vous intervenez sans micro, en fait les personnes qui nous regardent à travers l'écran ne peuvent pas entendre. Donc n'hésitez pas quand vous aurez une question ou une remarque à lever bien la main et quelqu'un viendra vous apporter un micro. Merci beaucoup. Capacité d'adaptation. Alors, j'ai avec moi donc Alain Cissé, qui est directeur général de ProEngine. ProEngine propose donc des systèmes de détection chimique et biologique pour les forces militaires. Et j'ai aussi avec moi Pierre Audierne, qui est DRH de Smile & Pay, qui est une solution française d'encaissement par carte bancaire. Et c'est aussi le cofondateur du podcast Ça vient des RH, podcast qui va avoir 3 ans bientôt. Donc félicitations pour cette longévité dans le podcast Merci game. Alors, avant de plonger dans le sujet de la transparence des salaires, est-ce que vous accepterez de partager avec nous vos défis RH du moment ? Sans problème. Ouais. Tu veux que je te laisse ? Vas-y. Alors... Actuellement, qui dit fin d'année dit budget, donc on va pas se mentir qu'actuellement on est sur le gros budget RH et plus particulièrement sur la rémunération et en tout cas moi de mon côté j'essaye aussi d'anticiper parce qu'on peut se dire que 2026 ça fait encore loin mais finalement ça arrive très vite et surtout quand on veut aussi faire évoluer les choses dans le monde de l'entreprise, il y a aussi cette notion de temporalité qui est importante.
finalement que c'est pas en 2 mois qu'on va changer. Donc j'ai envie de dire tout ce qui est en lien avec bien évidemment la rémunération, mais je pense qu'on va en reparler juste après. Il y a aussi rémunération avec un S, et je trouve que ça c'est important plutôt de parler il y a le salaire fixe, mais il y a aussi tout le à côté qui va être important. Dans un contexte aussi économique qui est un peu compliqué, on ne va pas se le cacher, je pense que vous le voyez, mais il y a de nombreux articles qui arrivent avec toutes les faillites qu'on voit arriver, donc on va dire que le contexte est un peu morose, donc il y a cette partie-là, il y a aussi cette notion de gestion aussi de la rétention dans le monde de l'entreprise, avec cette notion économique, cette notion aussi des compétences aussi qui vont évoluer, qui évoluent très rapidement, où la durée de vie d'une compétence maintenant est finalement, on la calcule en années et pas en dizaines d'années. Donc c'est un peu ça mes enjeux. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais faire ma liste de ma roadmap, donc c'est pas l'enjeu en tout cas. Voilà. Merci Pierre. Alain ? Alors chez nous, effectivement, même problématique et même constat. On arrive sur la fin de l'année, on prépare le budget 2025 et moi je suis même un tout petit cran au-dessus puisqu'on est en train de nous faire préparer, de faire travailler nos équipes sur le plan 2025-2030. Voilà. Puisque j'ai la chance dans cette entreprise d'être sous LBO. Donc qui dit LBO dit refinancement et refinancement régulier. Donc ça veut dire que systématiquement on refait un business plan. Donc évidemment il faut qu'on se projette sur la masse salariale. Le défi du moment chez nous aujourd'hui, techniquement, pour toute la partie prod, on est en maîtrise, ça va. Bon voilà, il faut juste qu'on fasse attention. Alors par souci de transparence, mais aussi pour ne pas casser nos marges, effectivement, et pour pouvoir respecter globalement quand même une certaine logique. Il faut juste qu'on fasse attention à un acteur sur le terrain qui est sur le même bassin d'emploi que nous, dans le même domaine d'activité, qui, lui, casse un peu les marchés. Alors, c'est un gros donneur d'ordre. Voilà, lui, quand il veut, il paye. Donc, forcément, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Mais on est un certain nombre d'entreprises du secteur à s'en plaindre. Mais bon, évidemment, on n'y peut rien. Bon. Donc ça, pour nous, c'est un de nos enjeux, c'est de réussir, malgré ça, à attirer quand même les talents. Et les talents aujourd'hui, nous, dont on a besoin, PME, puisque chez nous, c'est 120 personnes, c'est essentiellement les métiers de l'informatique. Et sur les métiers de l'informatique, on voit bien qu'on est en pleine inflation, et c'est plus que l'inflation économique. Les talents sont rares. Pourquoi les talents sont rares ? Parce que les diplômes sortent au fur et à mesure de l'évolution, et on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui évolue très très vite, surtout dans ce domaine aujourd'hui. Je vais pas aller plus loin non plus, mais si on intègre tout ce qui a trait à l'IA derrière, ça peut être rapidement non maîtrisable pour nous, PME. Donc on essaye de faire avec, et effectivement on utilise d'autres sources d'attrait pour attirer les gens, pour attirer les jeunes et les moins jeunes, avec d'autres, parce que c'est effectivement, pour moi, ça fait partie d'un package global, et ce n'est pas que la rémunération en termes d'argent, c'est tout ce qu'il peut y avoir à côté. C'est la santé, c'est la qualité de vie au travail, c'est le télétravail, c'est la RSE. Voilà. J'aime à dire que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent, et comme je vous l'ai dit pendant 20 longues minutes, ça sous-entend que la rémunération, c'est un sujet technique, mais aussi un sujet émotionnel. Le deuxième sens de cette phrase, comme vous le soulignez tous les deux, c'est que la rémunération, c'est pas non plus que le salaire. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est tout ce qui a un coût pour l'employeur et qui représente un gain pour le salarié. Comment est-ce que dans vos entreprises, vous arrivez à faire passer ces messages-là et à défocuser les discussions ? C'était pas très joliment dit, mais en tout cas à faire aux salariés un zoom arrière pour leur faire comprendre que la rémunération est un ensemble de choses. En leur expliquant tout simplement, en passant par le canal du CSE, pour moi qui est un relais, un véritable relais, on leur explique les choses simplement. Je crois qu'aussi, un des tabous qu'on a par rapport à l'argent, c'est aussi qu'on n'en parle jamais simplement, quoi. Quand on est simple, finalement, il y a plein de choses qu'on peut dire et qui passent très bien, quoi. Alors, plus ou moins, évidemment. De temps en temps, ça tousse un peu. Mais globalement, il y a d'autres choses à leur faire passer comme message. Et là, en ce moment, depuis 3 mois...
À titre perso, je suis en train de m'apercevoir, je viens de recruter un nouveau RH, et finalement, ce garçon, qui est d'un certain âge, hein, qui n'est pas un jeune premier, hein, bah lui, il a la franchise de leur dire, bah, écoutez, vous plaignez de votre salaire, bah, franchement, allez voir ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'un monde totalement différent du nôtre. Et ça, moi, j'aime à faire ça chez moi. Dans les métiers transverses, hein, je m'entends, parce que sur les métiers techniques qui exigent des compétences bien particulières, c'est difficilement réalisable. Mais sur les métiers transverses, recruter à l'extérieur et dans des domaines complètement différents, ça amène aussi justement des discussions et des échanges qui n'ont plus rien à voir. Moi, ça passe principalement par la pédagogie. Donc, une fois par mois, on appelle ça une monthly, donc une fois par mois, quoi. C'est une réunion en fait où on résume un peu les chiffres du mois précédent et on prend aussi cette occasion, ce moment-là, pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est que la rémunération. Alors quand le sujet s'y invite, hein, on va pas parler de rémunération tous les mois, sinon ça serait quand même un peu relou. Mais Moi, j'adore ça. Hein. Moi, je le fais tous les jours. Bon, déjà un peu moins, mais pour vraiment expliquer aussi que, par exemple, quand on dit on va augmenter de 3% la masse salariale, finalement, qu'est-ce que c'est que 3% d'une masse salariale et combien ça représente ? D'essayer aussi de chiffrer le plus possible, alors pas forcément parfois en termes de coût, parce que c'est important d'expliquer aussi que ça coûte, mais d'expliquer aussi l'engagement que ça a et surtout l'engagement que ça va avoir dans le temps, parce que finalement, de construire aussi une politique salariale, on va peut-être revenir, mais il y a aussi cette notion-là, j'aime bien, moi, jouer sur la temporalité et surtout essayer de se dire que quand on va construire une politique salariale, c'est dans les 2-3 prochaines années, il faut encore avoir l'argent et du coup il faut quand même être conscient de ça. Donc ça c'est la première chose que je fais et j'hésite pas finalement à expliquer aussi en disant la moyenne en France c'est 3,5%, déjà 3,5% c'est déjà pas mal, donc à un moment donné si t'es pas content, France Travail t'accueille et voilà. Je suis un peu comme ça, mais j'aime bien de manière à être un peu plus hard là-dessus, mais d'expliquer clairement aussi que par rapport à ce qu'on a en interne, finalement, c'est pas si mal que ça. De jouer aussi avec les politiques de rémunération qu'on peut voir. En ce moment, il y en a plein. Hayes, la diffuse. On va dire que qui n'a pas eu le PDF de Hayes en ce moment. Mais on va dire que tout le monde a cette notion-là. Et aussi, on va mettre en place, ça s'appelle un BSI, donc un bilan social individuel. Et ça permet aussi de montrer, en dehors finalement de la rémunération fixe, combien ça coûte aussi à l'entreprise, la mutuelle, tous ces petits éléments-là, la mobilité, on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas on en parle sous le pan RSE, mais finalement combien ça coûte aussi d'offrir, ou en tout cas d'octroyer, chez nous c'est 50 € par mois, c'est pas énorme, mais finalement ça a un coût. Et du coup, sous un document, donc ça résume finalement l'ensemble de la rémunération fixe, des éléments variables, et puis les extras, on appelle ça nous les extras, qui sont peut-être pas forcément des choses qui peuvent être négociables, ou en tout cas qui peuvent être révisées d'année en année si l'employeur ou le CSE a envie, ou en tout cas par l'impulsion des salariés. Mais en tout cas, ça montre aussi d'un côté financièrement combien c'est. Et finalement, on a un document qui le montre. Puis surtout, ça permet aussi de montrer la progression parce que finalement, d'année en année, on reprend les antécédents. Et finalement, ça permet aussi de montrer l'effort qui a été fait aussi, et je le répète, dans le temps, finalement. Et ça, c'est important pour moi. Le BSI, c'est un outil que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un outil qui est très moderne. Le problème, c'est qu'on veut toujours innover, mais en fait, on a des outils déjà accessibles qui sont très bien. Le BSI, moi, je pense que, je me permets d'intervenir dans notre discussion, il fonctionne très bien à deux conditions. La première, on le reçoit pas longtemps après la fin de la période de référence. C'est-à-dire que si on est payé du 1er janvier au 31 décembre, on a son BSI au mois de janvier. Je vous dis ça parce que moi, dans mon ancienne vie professionnelle, alors j'étais payée du 1er mars au mars en mars, et je recevais mon BSI au mois d'août. Autant vous dire qu'au mois d'août, tout le monde se fout royalement de savoir combien il a touché l'année dernière. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on va passer dans le badge des augmentations du mois prochain. Le deuxième élément hyper important dans un BSI, ça s'anime. C'est pas un document que les salariés sont censés recevoir dans leur boîte mail ou chez eux, où on se dit « Ok, c'est bon, job's done ». Non, il faut parler aux gens. Moi, j'aime bien utiliser le BSI dans un entretien avec le ou la manager pour dire voilà, on va faire le point sur ce qui s'est passé sur l'année écoulée et depuis que tu es là. Et anecdote personnelle, quand j'étais tout en bas de la chaîne alimentaire du Compenben, dans mon ancienne vie, je devais faire le BSI pour ma boîte. À la fin,
Donc quand on reçoit les jeux d'essai, je demandais mon BSI. Je me dis quand même s'il y a une erreur, sur le mien, ce sera facile à voir. Et là, je vois une erreur. 1 500 € de prime. Et je me dis, putain, ils se sont trompés. Ils se sont quand même trompés. J'ai pas eu 1 500 €, je m'en souviendrai. Avant d'envoyer un email de plainte au prestat, je suis allée vérifier sur mes bulletins de salaire et j'avais bien eu 1 500 € de prime. Je l'avais complètement oublié. Par contre, à la machine à café, j'aurais pu dire à qui voulait l'entendre que l'année dernière, sur le projet machin, j'avais bien marné. Je me souvenais de la douleur de l'année dernière, mais je ne me souvenais pas de la récompense. Donc je me suis un peu fait rire. Je me suis dit, on est quand même un peu tous pareils, un peu tous de mauvaise foi. Et ça fait du bien de temps en temps de se rappeler les choses et de dire à un moment dans l'année, voilà, l'année est terminée, on va faire un point sur ce qui s'est passé. Ton salaire a évolué de telle façon, en rapport avec telle réalisation. Il y a eu ça qui a été fait par l'employeur, etc., etc. Et notamment sur tout le volet avantage social. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la tech et des startups. Et ce que je regrette beaucoup dans ce milieu-là, c'est qu'on a offert beaucoup d'avantages sociaux sans jamais les valoriser. On les a plutôt gadgetisés, je trouve. En tout cas, on a voulu en tout cas offrir une panel, enfin on le voit de toute façon, et on le voit même quand on regarde un peu la HR Tech, finalement, quand on retire tous les avantages, alors moi je déteste ça, donc je ne vais peut-être pas forcément faire de la promotion, mais quand on retire QVCT et tout ça, finalement il n'y a pas énormément de projets, on va dire, disruptifs dans le monde des ressources humaines, et plus particulièrement start-up, parce que finalement tout le monde a envie d'avoir le même projet, parce que c'est facile à vendre, et on le voit qu'on l'a gadgetisé, et d'un côté donc gadgetisé, et de l'autre aussi on a essayé de se dire, avec ces solutions-là, tous les maux de l'entreprise vont se résoudre, si seulement, mon Dieu, en offrant, je sais pas, on va offrir un abonnement sportif, donc forcément tout le monde va être bien dans ses baskets et tout ça. Non, clairement, le manager toxique, il va être encore là et voilà, ça va pas changer grand-chose. Alors si tu feras ta séance de sport, mais en plus tu auras encore ton manager toxique. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé, je trouve, et ça aide pas le RH qui est finalement un peu désœuvré aussi, parce que en fait il y a plein de choses. Il y a ça évolue aussi énormément, avec l'intéressement, la participation, il y a tellement de choses que le RH doit avoir une bonne veille et surtout être accompagné quand il le peut. Alors ça, c'est peut-être aussi un deuxième sujet qui est le budget RH aussi consacré à ça. C'est pas forcément très facile d'en avoir un. Mais c'est important en tout cas qu'à certains moments de la vie de la société, quand on commence à passer des caps, les 50 salariés par exemple, d'avoir quand même un moment où le RH peut être accompagné par un professionnel qui va pouvoir en tout cas l'aider à optimiser aussi cette notion-là, parce que ça va être optimisé aussi fiscalement aussi les enjeux, et ça peut être aussi intéressant, ça peut peut-être parler un peu plus aux financiers, mais en tout cas ça permet aussi finalement d'arriver à des projets qui peuvent aussi être un gain pour le salarié. Par rapport à ce qu'on s'est dit sur justement cette directive européenne, sur cette directive européenne, est-ce qu'il y a un élément en particulier qui vous empêche de dormir, si tant est que vous ayez le sommeil fragile? Actuellement, non. Peut-être dans les prochains mois. Peut-être sur le volet de la charge de la preuve, parce que la charge de la preuve va aussi induire à ce qu'on soit aussi clean dans ses baskets, et clairement on ne l'est pas. Enfin, je parle au général, pas de ma société. C'est filmé. D'où le commentaire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va le voir sur la partie rémunération, qu'il y a beaucoup de transversalité, et ça va jouer aussi énormément au niveau managérial, parce que finalement, qui va fixer les objectifs, c'est le manager, et c'est lui qui va le fixer. Et finalement, le fixer, s'assurer que les objectifs ont bien été effectués, et que derrière, on va avoir finalement une prime ou quelque chose. C'est là où finalement on va avoir aussi, c'est le bac qui va peut-être blesser, c'est que si le manager n'est pas assez accompagné par le RH, ça va créer de la compliance RH, et c'est là où on va se rendre compte que quand on va devoir justifier pourquoi ça n'a pas été très clean, c'est là où on va se rendre compte que oui, le RH n'a pas été en capacité de pouvoir l'accompagner. Donc moi, c'est ce sujet-là qui me pose un peu problème. Et le deuxième, c'est surtout la communication. Parce qu'on parle de transparence, mais est-ce qu'il faut vraiment être transparent, ou est-ce qu'on peut peut-être jouer sur le mot transparent et se dire, bon, allez, on va dire des choses, et puis on va peut-être essayer de le camoufler, comme avec l'index, finalement, égalité homme-femme, on arrive à faire jouer les chiffres assez facilement. Donc sur cette partie-là, ça me pose question aussi, pour des questions aussi RGPD aussi, parce que finalement, ça reste des données qui sont confidentielles et qui peuvent aussi être dans certains secteurs d'activité, je pense aussi stratégiques. Je pense au milieu de la pharmaceutique, le milieu du medical device, pour avoir travaillé dans ce milieu-là, où finalement on se rend compte que
L'enjeu est rapide et important et finalement divulguer un certain type de rémunération, ça peut avoir des enjeux quand on veut ouvrir des BU, quand on veut ouvrir je sais pas, un nouveau marché. Ça peut être un peu casse-gueule quand même. Alors, sujet qui va m'empêcher de dormir, non, il n'y en a plus. Pourquoi? Alors, je pense que j'ai la convention. Chez nous, on applique la convention de la métallurgie. Donc, pour ceux qui connaissent, parmi le public, l'année dernière, on nous a fait faire un énorme boulot qui a fait râler tous les DRH et tous les RH de ce secteur, hein, puisqu'il a fallu qu'on refasse toutes les grilles et toutes les fiches de poste et qu'on les cote. Donc évidemment, à chaque cotation, à chaque affectation, classification, correspondait une rémunération minimale. Bon, évidemment, comme dans beaucoup de boîtes, chez nous, ils sont tous au-dessus. Mais par contre, l'exercice a eu le mérite d'être fait et on l'a fait sérieusement. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris chaque fiche de poste. On a fait un tas de réunions et ça, forcément, on en fait de plus en plus. Mais là, je reconnais que l'année dernière, à cette période, j'en faisais vraiment beaucoup avec tous les managers de chez nous, justement pour les coter au mieux. Et une fois qu'ils sont cotés au mieux, après, c'est beaucoup plus facile aussi pour se dire, tiens, les G11, ils en sont où de leur REM? Et ça nous a aidé aussi pour définir la politique d'augmentation 2024. On s'est aperçu qu'il y en a effectivement qui étaient en dessous. Alors il y en a qui sont au-dessus. Bon, ceux-là, tant pis, on n'y peut rien. Bon, eux, malheureusement, je pense qu'ils vont rester au-dessus, mais ils vont y rester un certain temps, quoi. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit que ce soit un élément de démotivation. Voilà, c'est une situation historique, on ne va pas diminuer le salaire. Bon, on n'a que quelques cas, nous, dans la société, qui sont dans cette situation. En fait, on a pallié en disant, écoute, voilà, tu es à un plafond de ta REM. Par contre, évidemment, si tu continues à délivrer ce que tu dois délivrer, on va compenser par l'intermédiaire d'un bonus ou de petits avantages supplémentaires, quelques jours à mettre en plus sur le CET, etc. etc. Enfin, on a trouvé des petits aménagements à la marge. Et c'est ça aussi que j'appelle le package de la rémunération, quoi. Ce n'est pas que le salaire sonnant et trébuchant qu'on verse tous les mois. C'est tous les petits à côté qu'on peut offrir et qu'on peut mettre et qu'on se doit de mettre pour qu'à terme, ces différences n'existent plus. Votre dernière remarque sur le package me rappelle l'histoire d'une ancienne collègue dans mon ancienne vie. Alors moi, je travaille dans le secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, il y a 3 avantages, notamment le nombre de jours de congé. Quand on était beaucoup plus jeune, elle était jeune contrôleuse de gestion, elle voulait changer d'entreprise, donc elle a refait son CV, et s'est mise à chercher du boulot. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'époque, une jeune contrôleuse de gestion, c'était entre 40 et 45 000 euros. Quand les gens l'appelaient pour lui demander quelles sont vos prétentions salariales, elle disait 80. Je lui disais, mais c'est beaucoup 80. C'est quand même beaucoup 80. Elle fait, oui, mais bon, quand je mets mes 8 semaines de congé, ma participation, mon intéressement, mon CET, mon truc, mon machin, je suis désolée, par an, ça me fait 80 000. Et c'est drôle parce que, du coup, même en le disant à voix haute, tu n'entends pas qu'on est quand même très très bien payé là où on est. Bref, elle était très frustrée, elle avait du mal à se rendre compte que le salaire qu'elle demandait était complètement déconnecté. Mais un signe positif, c'est qu'elle est toujours dans cette entreprise, donc au final, elle a fini par y trouver son compte. Au-delà de la directive qui nous impose des choses, est-ce que vous seriez allé vers plus de transparence? Alors vous, Alain, vous nous disiez que vous n'avez pas eu le choix parce que le travail sur la refonte de la convention collective de la métallurgie a été important et n'avait rien à voir avec cette directive. Est-ce qu'il y a une next step de communication ou d'acculturation sur cette nouvelle mouture de la convention collective? Oui et non, en fait. Mais ça s'est fait relativement de façon claire et simple. Et franchement, là, aujourd'hui, on n'a plus de problème de rémunération chez nous par rapport à ça. Parce que comme on a rattrapé considérablement, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient vraiment besoin d'être rattrapés, ça s'est fait, on l'a expliqué, hein, sans aucun tabou, on l'a fait. Et globalement, non, on n'a pas eu de problème particulier par rapport à ça. Et Pierre, chez vous, est-ce que sans la directive, il y a des chantiers que vous auriez entamés de toute façon?
Oui, sur la partie recrutement et notamment sur afficher la fourchette de rémunération, on ne le fait pas encore actuellement. Parce que c'est aussi... En fait, il y a aussi cette notion aussi dans la directive qu'il va falloir aussi qu'on prenne aussi en compte, c'est aussi on est une multitude aussi d'entreprises qui ne fonctionnent pas, enfin on fonctionne très différemment et on est aussi une force économique ou pas qui va derrière, c'est-à-dire que moi je suis passé d'un grand groupe international où on gagnait très bien, hein, on avait des chiffres d'affaires plutôt en milliards, et je suis passé dans une start-up où on n'est pas encore rentable. On peut le voir que côté RH, ça se voit, et finalement, faire un exercice où on essaie d'être le plus transparent dans un monde où on n'est pas encore dans une rentabilité, en tout cas pérenne, ça peut être aussi très compliqué pour la politique salariale. Donc je pense que oui, en effet, s'il n'y aurait pas eu cette directive, j'aurais déjà pu mettre aussi cette partie vraiment dans la partie recrutement, parce que ça fait partie aussi de nos valeurs, la transparence, la simplicité, et ça permet aussi finalement d'être en cohérence en interne par rapport aussi aux produits et aux services qu'on commercialise. Et puis finalement, il manquait un peu le triptyque, c'est-à-dire quand on veut recruter, il faut aussi être transparent. Et ça passe aussi par le fait d'avoir une fourchette, alors pas énorme, hein, parce qu'en ce moment on en voit passer des trucs à plus de 20 000 € entre le plus bas et le plus haut. Bon, il y a de quoi s'amuser quand même. Donc il y a cette notion-là qui est un peu importante, mais qui va être, je pense, assez amusante à regarder avec cette directive-là, je pense. Pour information, aux États-Unis, il y a déjà des États qui ont adopté des lois en faveur de la transparence des salaires et qui ont adopté ce type aussi de dire voilà, il faut qu'il y ait une fourchette cohérente entre le minimum et le maximum. Il y en a qui ont joué, qui ont dit OK, entre 50 et 100 000 $. Le juge a décidé de définir ce qu'était la cohérence. Donc ces entreprises-là ensuite ont eu des sanctions et ont dû corriger la copie. Mais effectivement, dans la directive, la notion de cohérence, elle n'est pas définie. Alors, le législateur français le fera peut-être. Sinon, ce sera la jurisprudence qui va forcer les entreprises à faire des choses cohérentes et pas jouer sur des grosses mailles. Nous, on a une filiale aux US, justement, et là-bas, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Et par contre, c'est vrai que là, alors, en tant qu'entreprise française, quand on définit la politique générale du groupe, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et extrêmement pédagogue par rapport justement aux filiales étrangères. Parce qu'il faut bien intégrer le niveau de vie et la différence qu'il peut y avoir pour un même poste dans ces pays. Et chez nous, par exemple, aujourd'hui, alors ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais le patron de notre filiale américaine gagne plus cher que notre président en France. Et tout ça pourquoi ? C'est juste par rapport à ça, quoi, par rapport à ce phénomène d'inflation et à ce phénomène de niveau de vie, quoi. Un salaire, si on avait dû lui donner un salaire équivalent à celui qu'il avait ici, ça ne marche pas, quoi. On ne trouve pas. Et ça, c'est intéressant comme point quand on est dans une société internationale. Cette notion de communication et de pédagogie des équipes est hyper forte. Et j'avais un client, il avait 3 bureaux, un bureau à Londres, un bureau à Paris, un bureau à Barcelone. Et il avait décidé, parce que c'est ce en quoi il croyait en tant que dirigeant, que pour un même poste, le salaire doit être le même. Alors, les bureaux à Barcelone débordaient de gens. Les bureaux à Londres se vidaient de gens, et à Paris, les gens étaient très frustrés d'être payés la même chose qu'un Barcelonais en ayant la pluie 250 jours par an. Donc, je vous rejoins sur ce côté de pédagogie où parfois les salariés d'une même société peuvent se comparer avec des gens qui ne sont pas comparables, et je pense que c'est important, ça fait aussi partie de la transparence, de ne pas mettre le sujet sous le tapis, mais d'expliquer d'où ça vient et quelles sont les différences. Par rapport à la directive, par quoi vous allez commencer ? Quel est le sujet dans vos structures différentes où vous dites il faut qu'on démarre par ça pour répondre à toutes ces demandes ? Alors c'est dans longtemps, mais ça va aller vite. Hein. Enfin, c'est demain. Hein. Non, mais par rapport au sujet, pour ceux qui n'ont rien fait ou qui sont un petit peu en retard, voilà. Bon, chez nous, je pense que compte tenu de ce que j'ai déjà expliqué, ça va aller très vite puisque il n'y a pas trop de tabous. Et puis nous, les annonces, quand on recrute, c'est clair, de toute façon, elles sont dessus. Enfin, la fourchette, je m'entends. Après, une fourchette cohérente ? Une fourchette cohérente ? Oui, non, tout à fait. Non, il n'y a jamais beaucoup d'écart. Et c'est aussi par rapport au poste actuel, quoi. Je veux dire, on se base aussi par rapport à ça. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas très inquiet.
il va juste falloir, mais ça c'est un travail que je vais avoir à mener avec mes managers, c'est plus au niveau des recrutements extérieurs, pour ne plus poser la question effectivement de combien vous gagnez actuellement. Parce que ça, alors, pour nous, enfin, dans mon esprit, quand on pose cette question à un candidat, c'est plus pour être sûr que la personne ait bien compris que chez nous, elle va se situer dans telle fourchette, quoi. Moi, combien elle gagne avant, franchement, je m'en fous. Si elle postule chez moi, tant mieux, quoi. Mais on a eu des cas, on s'est rendu compte de personnes, mais qui ne nous avaient pas tout dit, quoi, hein, qui postulaient, qui gagnaient beaucoup plus ailleurs, et puis qui ont voulu postuler chez nous. Et on s'est dit, c'est pas possible, quoi. La personne, elle ne peut pas raisonnablement accepter une baisse de rémunération importante. Si elle accepte de baisser sa rémunération, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est quoi ce autre chose? Donc voilà, donc c'est plus un problème de recrutement. Moi, c'est pour ça que ça, c'est peut-être le seul bémol que je vois à la mise en place de ces directives. Moi, ça va plutôt être la relation managériale. Vraiment, cette notion-là où on a tous eu, en tout cas, vous allez peut-être le découvrir dans vos entreprises, où il y a toujours le petit manager qui va arriver et qui va y voir le DG en lui disant « Écoute, là, j'ai un projet, je ne peux pas le perdre, si tu peux lui mettre 2000 de primes exceptionnelles ou en tout cas essayer d'augmenter son salaire hors politique d'augmentation de salaire, ça m'arrangerait. » Du coup, ça se fait très rapidement. Il y a un petit mail du RH, parce qu'il est toujours prévenu à la dernière minute, qui arrive. Et du coup, c'est pris en compte, mais c'est surtout à la fin de l'année, on se rend compte qu'il y a eu un petit souci d'équité, en tout cas. Donc c'est plutôt de cet ordre-là où ça va peut-être demander un peu plus de travail sur le courage managérial, cette notion aussi où essayer d'explorer d'autres pistes, c'est-à-dire que la reconnaissance, en effet, on ne va pas se mentir, on ne travaille pas pour le plaisir un peu, et j'espère surtout, mais il y a aussi une somme d'argent qu'on doit aussi avoir chaque mois, et on va essayer en tout cas d'avoir d'autres arguments que ça. Donc ça peut-être vraiment l'enjeu d'essayer de faire comprendre aux managers qui ne peuvent plus avoir cet argument-là pour espérer retenir un salarié ou en tout cas quelqu'un de leurs équipes, et essayer aussi de leur faire comprendre les conséquences qu'on va avoir aussi, ou qu'on pourrait avoir en tout cas, qu'elles soient financières et surtout au niveau de la réputation, parce que les réseaux sociaux font que ça va très vite. Entre je sais pas, le compte Insta de Balance ta Startup, parce que je suis dans une startup, donc forcément ça va aussi dans ce monde-là. Il y a finalement tout. On est aussi avec tous les réseaux aussi de classification, en tout cas de je sais pas, Glassdoor, Trustpilot, ça peut aller aussi très vite, ça peut déraper très vite, et du coup il faut faire prendre conscience, en tout cas au-delà de la direction, à l'équipe aussi de managers de proximité, de s'assurer que ça peut être aussi fait et qu'ils puissent en tout cas le comprendre pour arriver aussi derrière à l'intégrer dans leur processus aussi, parce que je pense que c'est aussi à ce moment-là que ça peut avoir des conséquences un peu néfastes. Alors vous avez répondu à ma question suivante, qui était... on gagne du temps, qui était quelles sont les personnes qu'on va impliquer dans l'entreprise? Et la réponse que j'espérais, c'était celle des managers, justement. Donc, certes, il y a la direction générale qui doit impulser, enfin, qui a une volonté, la RH qui déroule, mais aussi les managers. Il y a aussi les managers. Je vais essayer de trouver un autre protagoniste. Je pense qu'il y a aussi les partenaires sociaux et aussi le CSE. Hein. On le voit, en tout cas, le dialogue social est quand même redescendu beaucoup plus dans le monde de l'entreprise avec les lois Macron. Donc il y a cette notion-là qu'il va falloir aussi prendre en compte. Et à mon sens, ça va être aussi une valeur ajoutée aussi aux professionnels RH de maîtriser aussi ce dialogue social qu'on a tendance un peu à pas vouloir faire, ou alors qu'on refile assez rapidement au RH parce qu'il n'y a que lui qui a envie, enfin en lui. En tout cas, sur sa fiche de poste, il n'y a que lui qui l'a. Donc ça va être aussi intéressant d'arriver à jouer une transparence. Les partenaires vont avoir aussi beaucoup plus d'informations. Hein. Au-delà du chiffre brut, ils vont surtout avoir comment on en est arrivé à ce chiffre-là. Et c'est là où ça va être assez tendax ou sexy pour le RH, c'est de trouver des arguments. Bon courage. Et ça va surtout être un moyen, en tout cas, pour le CSE ou les partenaires sociaux, en tout cas, d'aller voir aussi au-delà de la rémunération fixe et plutôt d'essayer aussi de comprendre les éléments variables.
ou dans certaines entreprises, ça peut être aussi de gros enjeux de rétention. Et du coup, c'est là où, à mon sens, en tout cas, il y a une grosse part d'importance et ne pas, en tout cas, négliger ça quand on est RH, parce qu'il y a les NAO, donc les négociations annuelles obligatoires pour les entreprises dont l'effectif est bien évidemment requis pour ça. Mais du coup, à mon sens, en tout cas, ça va être, ils vont reprendre beaucoup plus de vigueur. Enfin, en tout cas, j'espère pas trop quand même, mais en tout cas, ils vont en avoir. Donc, chez nous, ça va être essentiellement le management, mais à continuer d'éduquer. Alors pourquoi continuer de les éduquer? Alors, les managers aussi, je prends chez moi, mais forcément c'est partout pareil. Hein. Il faut faire la distinction entre ce que je qualifie moi de manager professionnel, c'est-à-dire celui qui arrive et finalement qui a toujours été manager, quoi, et qui a ça vraiment en lui. Il y a des gens comme ça. Hein, alors évidemment, j'ai envie de dire ça se soigne, mais ça s'apprend. Mais un bon manager, pour moi, c'est inné en lui. Voilà, il faut juste qu'on l'aide, mais voilà, c'est en lui. Il y a de très très bons professionnels, mais en termes de compétences managériales, souvent la plupart du temps, c'est une catastrophe. Et c'est ceux-là qu'il va falloir aider, chez nous en l'occurrence, mais continuer à aider, justement à bien faire passer tous ces messages et à bien expliquer pour que ça soit un véritable relais et que effectivement l'enveloppe de rémunération, c'est pas le salaire uniquement comme je l'ai déjà dit, mais c'est tous les petits à côté et puis c'est aussi le plaisir de travailler chez nous. Je vous remercie pour ces réponses. Je vous propose que l'on passe à notre public. Alors notre public en ligne et notre public avec nous dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? On a une question là-bas. Merci. Bonjour. Moi, vu que au final le sujet de cette table ronde c'est un peu la transparence salariale, j'aimerais savoir combien vous gagnez. Alors, je me permets de répondre en premier. Moi, je refuse de répondre à cette question. Ça fait pas de moi une mauvaise personne de ne pas vouloir dire combien je gagne. Peut-être qu'un jour, je serai PDG, mandataire social d'une entreprise du CAC 40 ou au moins d'une société cotée, soyons un peu humbles. Et là, je serai contrainte de devoir publier ma rémunération comme la loi l'impose. Mais individuellement, moi, c'est un sujet qui ne me met pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise de partager ma rémunération. Et ce n'est pas parce que je promeus la transparence salariale en entreprise que je dois, je vais le dire comme je le pense, me mettre à nu devant vous. Pour le coup, je suis très à l'aise avec ça. Moi, je gagne... Alors, je vais donner une fourchette, comme ça on va rester sur la fourchette recrutement. Et ça m'évite de donner aussi le chiffre. Alors, en fait, je suis très à l'aise, mais il y a aussi cette notion de stratégie et, qui est important. Et on est dans un monde où... moi, je suis dans un monde qui est bancaire, on va dire start-up, donc fintech. Et ça peut être un enjeu stratégique. Et du coup, je préfère quand même avoir ça. Donc, on va dire que je suis entre 75 et 82. Alors moi, je suis pas forcément complètement à l'aise. Je pense que je vais rejoindre Sandrine. Pourquoi? Parce que nous, en plus, on est dans le... Alors chez nous, on est un peu parano, hein, parce que comme vous l'avez compris, on est dans une boîte où on parle de sécurité et une concurrence un petit peu vive. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on est dans le cadre d'un LBO. Toute information, après, peut être interprétée, peut fuiter très rapidement. Alors nous, déjà... alors je ne devrais pas le dire, mais de toute façon c'est comme ça dans les faits. Je ne publie pas mes comptes aussi par rapport à la concurrence pour éviter de donner un élément supplémentaire à mes concurrents. Donc c'est vrai que ça me gêne de parler de rémunération comme ça devant vous, enfin de ma rémunération tout du moins, en ne connaissant pas, parce que bon, je vais vous donner un chiffre et alors... vous connaissez pas mon parcours, vous connaissez pas... Voilà, bon, voilà, ça me gêne. Je vais réagir en vous racontant une anecdote. Cette personne est intarissable, elle ne lâche pas le micro.
J'ai un client qui voulait faire un coup d'éclat dans la transparence. Voilà, il veut passer d'une entreprise qui n'est pas transparente à une entreprise transparente. Il a décidé de publier, avec leur accord bien entendu, les salaires des membres du COMEX, des N-1 et des N-2 volontaires. Voilà. Donc ils ont présenté la politique de rémunération et ils ont publié en interne, hein, bien sûr, les salaires de ces personnes. Moi, aujourd'hui, j'interviens dans ces entreprises pour former les interlocuteurs salariés. Parce que, je fais une parenthèse, mais cette entreprise a fait un comité de rémunération formé de salariés choisis pour challenger la direction sur la rémunération, qui est une instance différente du CSE. Donc moi, j'interviens pour former ces personnes-là à parler de rémunération. Et je les teste, ce fameux comité. Je leur dis, bah alors, vous en avez pensé quoi, le fait qu'on vous montre les salaires? Et justement, le plus jeune du comité, qui m'avait aussi dit, non mais moi, j'ai pas de problème, dans ma génération, on parle d'argent tranquille, avec l'affrication, tranquille. Et là, il me dit, en fait, j'étais très mal à l'aise. Hein. Il dit, que moi, je me doutais que ces gens-là gagnaient très bien leur vie, mais là, on m'a sorti un chiffre. Je ne comprends pas le rationnel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien qu'un directeur financier gagne autant? Est-ce que c'est pas bien? Il dit, après, il est N-1, mais pourquoi est-ce qu'il gagne ça? Il dit, je ne comprends pas, j'aurais aimé qu'on m'explique le rationnel derrière les salaires. Et là, je rembobine un petit peu sur le sujet de la transparence. La transparence, c'est vraiment de dire aux gens pourquoi, enfin, comment le salaire il est défini. Et en entreprise, quand on parlait justement de la convention collective et des niveaux, c'est de définir très clairement ce qui différencie un niveau G1 d'un niveau G2. Et non, ce n'est pas le chiffre. Il y a une notion de compétence, de responsabilité, d'autonomie, etc., etc. Et c'est plus ça que les gens ils veulent savoir que le montant. In fine, ils sauront le montant. On en rigolera à la machine à café. Mais ce qui est clé, c'est vraiment que les gens comprennent pourquoi je suis dans cette petite case et pas dans l'autre. Et pas uniquement de dévoiler complètement les chiffres. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça marche. Alors, il y a eu une réaction sur le sujet des classifications, Monsieur Cissé, sur le retour d'expérience au niveau des cotations de postes, de quelle manière vous avez travaillé avec les managers et quels ont été aussi les retours des élus ou des syndicats. Alors, concernant le retour des élus du CSE, parce que je n'ai pas de syndicat dans l'entreprise, ils ont parfaitement compris notre démarche, ils l'ont approuvée. On a été assez transparent avec eux en leur expliquant à chaque étape où on en était. Même à cette période l'année dernière où on était très en retard, ils me disaient mais comment tu vas y arriver, Alain, comment tu vas y arriver? Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je maîtrise. On a maîtrisé. On est arrivé à leur donner les propositions en heure et en temps pour respecter tous les délais, etc., qu'on avait, que la législation nous imposait. Après, comment on a procédé? Eh ben, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait rédiger à chaque manager une fiche de poste pour chaque salarié. Alors évidemment, dans des postes de production, j'ai un certain nombre de postes qui sont les mêmes, quoi. Un monteur câbleur, c'est un monteur câbleur, quoi. Que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, ils sont tous monteurs câbleurs, quoi. Alors après, ils ont leurs expériences, ils ont leur ancienneté, ils ont leurs compétences. Voilà, ils ont parfois certains des compétences en soudure que d'autres n'ont pas, sur un certain type de soudure. Mais ça, on en a tenu compte dans la cotation. Forcément, là, ça veut dire que dans la colonne compétences professionnelles acquises, eh ben forcément, cette personne, elle a été un peu au-dessus, pas de beaucoup, mais un petit peu au-dessus par rapport à l'autre. Mais on a vraiment étudié poste par poste, personne par personne. Et maintenant, alors ça m'a aussi permis de faire évoluer le cours de nos entretiens annuels d'évaluation de nos salariés, parce que maintenant, tous les ans, quand on fait l'entretien des salariés, on repasse en revue la fiche de poste avec le salarié. Et à cet entretien, évidemment, il y a le manager, mais il y a toujours quelqu'un du RH. Merci Alain pour cette réponse. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour les interventions. Bon, moi, j'ai deux petites questions. La première question, c'est à Alain. Vous avez dit à un certain moment que
vous n'avez plus de problème de rémunération dans votre entreprise. Je me demande, quand il y a des problèmes de rémunération, comment ça se projette sur les salariés? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en termes de transparence. L'évolution salariale, on n'en a pas parlé. Donc vous avez juste maintenant dit sur les entretiens annuels avec les salariés. Donc à votre avis, en termes de transparence, l'évolution salariale se fait selon une certaine grille ou bien toujours il faut la négocier? Non, en fait, en début d'année, on définit comme l'a évoqué Pierre tout à l'heure, on dit globalement la rémunération pour l'année prochaine, moi je crois qu'on est sur du 4%. Donc l'enveloppe qu'on a, c'est 4%. C'est 4%. Tout le monde pareil? Non. C'est une enveloppe globale pour l'entreprise de 4%. Ces 4%, ça inclut les promos et ça inclut ceux qui sont plus méritants que d'autres, etc., par rapport à leurs compétences. S'ils ont changé de poste, parce qu'il y en a qui vont changer de poste et qui ont changé de poste en cours d'année. Alors chez nous, quand ils changent de poste en cours d'année, il y a toujours une période probatoire. Donc c'est-à-dire que là, j'en ai 2 en ce moment qui sont comme ça. Ils occupent des postes, mais ils préfèrent garder au cas où leur ancien poste si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ça, on accepte le jeu. Et on leur donne une prime qui correspond pour les amener au salaire qu'ils auraient si ils se confirment dans le poste, quoi. Et après, à l'issue de la période probatoire, généralement qui est entre 3 et 6 mois, selon la nature du poste, la prime se transforme en salaire, quoi, tout simplement. Je dis qu'on n'a plus de problème de rémunération. Attention, comme quoi la communication est importante et les mots, le sens des phrases aussi. On n'a plus de problème de rémunération pour des postes équivalents. C'est dans ce sens-là que j'ai annoncé ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que, par exemple, j'ai des techniciens d'essai de niveau 2. J'avais un écart quand même significatif. Il y en avait quelques-uns quand même, entre le plus bas et le plus haut. Ancienneté mise à part, parce que moi, j'intègre quand même le critère ancienneté chez nous et connaissance de produits. Ça représentait presque 30%. Pourquoi? Parce que le salaire... Oui, mais il y a des explications. Alors évidemment, face à un juge des prud'hommes, l'étant moi-même, j'aurais quelques difficultés, mais voilà, ça s'explique un petit peu parce que c'était un jeune qui avait été embauché à la sortie de l'école, donc il se comparait par rapport à quelqu'un qui était plus dans la tranche des quinquas. Donc évidemment, déjà, ça fait beaucoup. Après, c'est un jeune, comme des fois certains employés, n'a pas eu un comportement tout à fait correct tout le temps, un certain nombre d'absences, etc. Enfin il n'a pas été dehors, mais il aurait pu être clairement à un moment donné mis sur la touche, quoi. Donc c'est vrai que quand se posait la question de son augmentation en début d'année, c'était un peu compliqué de me vendre le fait qu'il fallait l'augmenter parce qu'il travaillait bien depuis 15 jours, quoi. Enfin, moi, je ne regarde pas sur 15 jours, je regarde quand même sur l'année. Je regarde aussi en fonction de l'évaluation qui est faite avec les managers et on rediscute avec chaque manager pour voir ce qu'il en pense vraiment, quoi. Mais la culture de l'équité, chez nous, je pense que ça, pour l'instant, j'y travaille quand même depuis un peu plus de 5 ans, moi, sur cette problématique. Je pense que c'est acquis. J'ai au moins réussi à faire ça avec les managers. D'accord. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous avez fait les définitions de poste et pour chaque poste, la marge de salaire. Est-ce que vous pouvez me donner un poste quelconque avec plus 5, avec la marge de salaire correspondante? Ah non, là, comme ça, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête. Aucun? Ah non, franchement, non, je vous dirais n'importe quoi. Donc je préfère me taire parce que derrière, ça dépend si on parle en 35 heures. Nous, on est sur 39 heures semaine. On est à 37h80, il y a une majo, donc il y a une partie d'heures supplémentaires. Après, il y a une partie en RTT. Non, là, je vous dirais... D'accord, merci. Et d'autant sur cette question, je trouve, pour faire beaucoup de grilles de salaire, d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, les gaps entre les différents niveaux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, pour en avoir fait beaucoup aussi, je ne serais pas capable de donner des écarts. Non, moi, clairement. Et puis là, en ce moment, toute cette partie prod, ce n'est pas que je la néglige, mais je m'en occupe plus du tout, quoi. J'ai un responsable RH, c'est lui qui me gère
toute la partie production et tout le personnel de production. Alors après, sur les cadres, évidemment, enfin voilà, en ce moment, je suis en train de rechercher, si vous voulez que je vous donne un indice, je suis en train de rechercher un product manager. Bon, c'est un salaire. On veut quelqu'un qui ait une expérience de 5 ans. Alors, je ne sais pas trop où je vais le mettre dans la grille. Là, aujourd'hui, comme ça, je n'ai pas ma grille en tête, parce que je ne regarde pas ça tous les matins, je vous rassure. Mais c'est un poste aux alentours de 70 000. Mais encore, comme vous dites, c'est lié au secteur. Voilà, on est obligé de faire avec, quoi. On est obligé de s'aligner sur le secteur. Mais derrière, je fais toujours très attention par rapport à un poste équivalent. Je ne sais pas si on le met en G12, je vais regarder mes G12 où ils en sont, quoi. Bonsoir à tous, merci pour votre intervention. Alors j'ai une question très simple. J'aimerais bien savoir comment est fixée une rémunération, quels sont les facteurs qui sont pris en compte. Et aussi, on voit souvent sur les offres d'emploi, selon profil. Est-ce que le profil est déjà déterminé à l'avance, ou est-ce que lors de l'entretien, par exemple, l'intervention de cette personne X va pouvoir changer la donne concernant son salaire? Alors, je pense que là, ça vaut au moins une réponse à 2. Non, mais parce qu'on n'a pas la même... je pense qu'on n'a pas forcément les... Alors, selon profil, oui, c'est une expression que j'aime bien utiliser sur les annonces. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est évident qu'entre un jeune qui sort de l'école, que je suis prêt à prendre, chez nous, là-dessus, il n'y a pas de tabou, ou quelqu'un qui a 58 ans, voire 59, voilà, il y a un écart évident qui est lié à l'expérience. Au-delà du diplôme, au-delà des connaissances académiques, il y a la connaissance, l'expérience, ça se valorise. Et il est évident je ne vais pas donner du tout le même salaire dans un cas ou dans l'autre. Alors, j'ai peut-être un avis peut-être un peu plus peut-être à l'opposé. Alors, je pratique pas selon profil. Parce que moi je suis, dans mes offres en tout cas, je sais que il me faut tant d'expérience, que la personne doit avoir tant d'expérience, donc du coup finalement la fourchette est assez réduite. Je pense que c'est peut-être aussi un souci aussi où parfois dans le recrutement on va peut-être aussi vouloir avoir un certain type de personne avec de l'expérience, et on se rend compte qu'au fur et à mesure des candidatures, des entretiens qu'on peut passer, finalement ça peut bouger un tout petit peu en termes d'XP, en termes de diplôme aussi. Et du coup, c'est là où je te rejoins, où ça peut vite varier, et où finalement, on se rend compte que quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, ça peut être un peu plus intéressant, que peut-être initialement, on n'avait peut-être pas forcément été sur ce type de profil. Et ça va forcément avoir un peu une conséquence au niveau financier. Donc, pour moi, c'est vraiment cette partie-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas envie de le dire. Alors, parfois, si, on va pas... Je pense qu'il y a certaines entreprises qui mettent selon profil parce qu'ils n'ont pas envie. Mais je pense que c'est parce que parfois, sur certains types de recrutement, c'est un peu compliqué d'avoir une définition aussi très claire de ce qu'on veut, de qui va aussi répondre à l'offre. Donc, et puis il y a aussi le secteur d'activité qui fait que parfois ça peut être vite compliqué. Sur la partie après, comment on constitue une politique salariale et tout ça, déjà il y a la convention collective qui va finalement définir d'un côté les missions, avec des coefficients ou des niveaux, et puis de l'autre côté, par rapport à ça, finalement le minima. Donc déjà il y a ça, parce qu'il faut quand même respecter les minima conventionnels. La loi aussi, parce que il y a quand même aussi la loi qui nous dit qu'il faut quand même payer les personnes avec le SMIC au minimum. Donc il y a déjà cette partie-là qui nous permet d'avoir une base légale. La deuxième, c'est finalement le budget aussi consacré à l'augmentation de salaire et à la rémunération. Ce qu'il y a autour de l'entreprise aussi. Finalement, si on est dans un milieu très concurrentiel, peut-être que les efforts vont être un peu plus importants que si on était dans un milieu où finalement il n'y a pas énormément de concurrence, ou alors il y a énormément de personnes qui vont postuler par rapport au poste qu'on m'a proposé. Donc finalement, il y a tous ces petits enjeux-là qui font que ça peut vite évoluer. Que ça peut vite aussi être très mouvant aussi. Bien évidemment, c'est aussi anticipé, parce qu'on ne va pas aller voir le financier en disant je vais recruter aujourd'hui alors que ce n'est pas du tout prévu. Il va nous regarder, il va nous demander ce qu'on fait. Donc il y a quand même des forecasts qui sont aussi faits régulièrement, où on s'assure qu'on a déjà le bon nombre de personnes, et surtout
on essaye de se projeter aussi tous les 6 mois, tous les ans. Ça va dépendre finalement aussi de l'organisation de l'entreprise et comment elle gère aussi sa masse salariale. Donc la réponse, elle n'est peut-être pas plus claire de la terre, mais il y a tellement, finalement, on se rend compte que de faire une politique salariale, il faut absolument prendre tout ce panel-là pour arriver à quelque chose qui soit équitable, qui soit aussi dans une dimension de rétention et en tout cas d'attractivité. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une politique salariale, mais il faut aussi qu'on en arrive à être séduisant aussi sur le marché du travail. Et qu'il ne faut pas forcément non plus jouer que sur le côté salaire, parce qu'on peut vite peut-être capter, mais on se rend compte que ça ne reste pas. Donc il y a tous ces enjeux-là qui font que, à mon sens, le RH doit être aussi accompagné en interne par d'autres personnes. Pour moi, le directeur général, ça va de soi, mais c'est important de le rappeler, le financier et puis l'équipe managériale pour essayer pas forcément de décider de ce qui va être fait, mais en tout cas d'avoir leur avis pour essayer de construire quelque chose de très cohérent et qui puisse parler à tout le monde. Parce que finalement, parler de politique salariale, ça fait partie aussi des valeurs de l'entreprise, c'est aussi être le transfert de ça. Et finalement, quand on arrive à quelque chose de pas très cohérent, on se rend compte que finalement, c'est très compliqué après pour le manager d'assumer ou même finalement d'avoir des personnes qui vont postuler à l'offre. Nous allons prendre une dernière question dans le public. Du coup, c'est pour revenir sur les réponses que vous m'avez données, parce qu'au final, elles m'ont un peu satisfaite, vu que le thème, au final, qui est la transparence salariale, même si, grâce à vos explications, on a pu se rendre compte que ça avait certains bons aspects au niveau de la réduction des inégalités, mais aussi pour apporter une certaine équité. Là, on se rend compte que, au final, des experts, ça peut aussi les mettre mal à l'aise de parler de leur rémunération. Et ça, du coup, ça met en lumière ces aspects-là de la transparence salariale qui sont un peu des freins. Mais au final, moi, ma question, ça serait comment on fait pour garantir que la transparence salariale elle soit bénéfique, mais surtout, comment faire pour que l'objectif de la transparence, il ait au final une sorte de respect par rapport aux préférences individuelles de chacun. Voilà. Alors, votre insistance sur la question me fait me dire que je n'ai pas été claire dans l'explication de ce qu'est la directive. La directive ne parlera jamais des rémunérations individuelles. La seule règle en matière de rémunération individuelle, ce sont pour les dirigeants de sociétés cotées. La directive, elle ne dit pas il faut mettre en avant les rémunérations individuelles pour que chacun se compare. On ne se connaît pas, je ne connais pas les gens dans la salle ni les gens sur Twitch. Quand un homologue, une homologue me pose des questions, alors du coup, je suis consultante indépendante, donc c'est un peu... Et quoique, un consultant, un homologue me dit, tiens, combien tu factures ? Autour d'un café, je peux lui dire, écoute, en toute transparence, voilà ce que je facture. Parce que la personne, déjà, on n'est pas en public, c'est pas filmé. La personne connaît mon métier, connaît mon secteur, connaît les difficultés, en tout cas, tout ce qui fait que mon métier est particulier, comme tous les métiers sont particuliers. Donc, avec un homologue, une homologue, je pourrais parler de ma rémunération. Avec mon ancienne équipe, quand j'étais salarié, on connaissait les salaires de tout le monde, parce qu'on s'en parlait. Est-ce qu'on allait partager avec le reste de l'équipe RH ? Non. Mais on s'en parlait entre nous. Donc il y a déjà, oui, en parler comme ça en public, et puis à brûle-pourpoint, tout de suite, j'aurais envie de me justifier. Oui, mais vous savez, moi je suis dans une niche, et puis là je suis indépendante, et puis je paye des charges, on s'en fout. Donc oui, le sujet individuellement me met mal à l'aise, le sujet de l'argent me met mal à l'aise. C'est pas pour ça que j'en parle pas bien. Et ensuite, la directive européenne, elle est là pour faire en sorte que les entreprises publient des indicateurs qui démontrent qu'elles ne sont pas inéquitables quand elles fixent les salaires. Alors évidemment, c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau macro, d'où la petite réflexion de Pierre tout à l'heure qui disait, comme avec l'index, on va un peu jouer avec les chiffres. Enfin, t'as pas dit ça tout à fait comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, on va un peu jouer avec les chiffres pour essayer de moduler un petit peu ce qui est diffusé. Les règles, les éléments de la directive sont là pour promouvoir la réduction des écarts, ils ne sont pas là pour que tout le monde dévoile son salaire de manière simple. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple d'une entreprise qui est partie sur la transparence totale. Du jour au lendemain, alors c'est une entreprise de 3000 personnes, ils sont dans le nettoyage, ils sont dans le nord de la France. Un vendredi soir, le dirigeant dit « moi je veux la transparence totale ». Donc il a ouvert le système, il est rentré chez lui, il a flippé tout le week-end, et quand il est rentré le lundi matin, en fait tout allait bien. Donc c'est une entreprise qu'on me cite souvent en exemple. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup.
Simplement, dans son système, il faut quand même savoir que 3/4 des gens ont un salaire qui est défini par la convention collective. Donc les salaires sont déjà un peu publics. Donc finalement, il a dévoilé les salaires de peu de gens qui étaient déjà bien contrôlés, tout ça. Donc il ne faut pas prendre cette directive comme quelque chose qui va aller sur de l'individuel individualiste. C'est pour que les entreprises fassent plus de reporting, plus d'études, pour s'assurer qu'elles n'ont pas, volontairement ou non, perpétué des différences et des écarts de salariales qui ne sont pas justifiés à travers, et qui sont nés de biais au moment du recrutement, au moment des évolutions. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est votre question qui m'y a fait penser. Je vous prie de m'excuser, mais dans le droit à l'information, il y a aussi la notion il faut que les salariés comprennent de manière très claire quelles sont les règles d'évolution des salaires. Donc il y a des entreprises, on va dire, c'est la convention collective, c'est la grille, nanana. Il y en a d'autres, on va dire, on définit un budget, etc. Mais à aucun moment, il est question que tout soit hyper individuel. C'était ma petite contribution. Est-ce que vous avez quelque chose pour répondre à la question ? Non, mais c'est là où en fait on se rend compte que finalement de parler de rémunération c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut le dire, et que comme j'ai pu le dire mon salaire, finalement qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être pas grand-chose. Et finalement ça permet de mettre en avant que le collectif est beaucoup plus important, et que c'est là où on va avoir une grosse plus-value à se dire avec un groupe de personnes, finalement, est-ce qu'il y a cette égalité ou pas ? Parce que finalement c'est ce qui est important, et parce qu'on parle d'égalité, donc c'est-à-dire entre plusieurs personnes, minimum 2 mais beaucoup plus, et que finalement pris individuellement, en effet, je ne vais pas répéter, mais ça n'a pas de sens, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on on travaille tous dans des entreprises très différentes, et que rien que de parler d'un sujet comme peut-être rémunération, mais on pourrait parler peut-être de la formation, il y aurait peut-être juste 1 milliard de fois de parler de ça et de l'aborder dans le monde de l'entreprise. Donc ça, en tout cas, si ça permet en tout cas de faire comprendre à l'ensemble des personnes, ou en tout cas au plus grand nombre, que rémunération c'est pas juste de l'argent, et que c'est aussi une manière de voir les choses, et que c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer, et que ça peut aussi être finalement remettre un peu de noblesse au job de RH aussi, d'expliquer qu'on ne fait pas que du recrutement et on ne fait pas que le licenciement comme on peut entendre à chaque fois, mais de voir qu'il y a une véritable stratégie derrière, accompagnée par d'autres, mais je pense que c'est là où il faut prendre aussi l'essence de cette directive, au-delà de vouloir tout savoir. Bon, pourquoi faire, j'ai pas la réponse là-dessus, mais de s'assurer en tout cas qu'il y a une certaine équité en tout cas, et une égalité de traitement. En conclusion de nos échanges, après Simona, je te laisserai conclure, je te prie de m'excuser. Il y a 2 phrases que je retiens de l'un et l'autre lors de nos échanges, les réunions préparatoires. Pierre, tu m'as dit, le RH a du mal à parler de chiffres. Oui, en même temps, le RH, il n'est pas très bon en chiffres. Quand tu commences à parler de masse salariale, c'est compliqué. L'augmentation de salaire, on va dire que globalement... alors peut-être qu'au CESI, c'est peut-être pas le cas, donc je préfère éviter de faire mauvaise pub, mais dans le cursus, en tout cas, de chaque diplôme RH, on se rend compte que la place des chiffres est très peu importante. Rien que déjà cette notion de savoir faire une paye en entreprise, savoir gérer en fait un département paye, clairement. Alors moi je viens du milieu de la paye, et après je suis devenu généraliste, donc ça m'aide à comprendre les enjeux financiers, mais généralement on ne devient pas expert paye en quelques mois, et surtout la plupart ne savent pas finalement faire une paye, et c'est ce que je regrette, c'est que par ce type de biais-là, le RH peut arriver à comprendre en tout cas les chiffres qu'il est censé quand même gérer, mais qu'il ne comprend pas, ce qui évite aussi aux financiers de gérer à sa place, et on se rend compte que là c'est beaucoup plus global, mais je trouve que la place du RH doit être beaucoup plus axée chiffres pour être beaucoup plus aussi axée dans la stratégie globale de l'entreprise. Et c'est là où il y a encore du travail à faire, et que je milite, mais pour moi c'est important qu'il y ait vraiment ce biais-là, quoi. Merci Pierre. Et Alain, toi tu m'as dit, faire des secrets, c'est le meilleur moyen que l'information circule. Oui. On en a fait l'expérience... pas forcément très heureuse, que derrière ça avait... À l'époque, on était beaucoup plus petit qu'on est aujourd'hui. On était une 40aine de personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 120. Et c'était une année un peu compliquée, tant d'un point de vue budget que sur la prise de commande. Donc, on avait dit avec le président, cette année, augmentation 0. 0 pour tout le monde.
Et on a eu un cas, évidemment, géré. Il y en a toujours un, comme Pierre l'a évoqué tout à l'heure, du chef qui vient en disant bah, tiens, si celui-là, il faut absolument faire quelque chose, parce que sinon il va partir, etc. Ok. Donc on a réfléchi à la question, on l'a tourné dans tous les sens, et on s'est dit bah, oui, celui-là, c'est vrai, on risque de le perdre. Son manager a raison. Allez, on va faire une exception. Et alors moi à l'époque, il n'y a pas très longtemps que j'étais dans ce groupe, donc je suis arrivé assez confiant. J'ai convoqué le garçon en question. Je lui ai dit bah, écoute Bertrand, passe me voir, j'ai une histoire à te raconter. Donc je lui ai parlé de ce qu'on allait lui faire, mais en lui disant surtout, cette année, tu as bien compris, hein, tu l'as vu, j'ai communiqué via le CSE, etc. C'est vraiment extrêmement compliqué pour nous. On ne peut pas se permettre une augmentation. On verra un peu plus tard selon l'évolution du carnet de commandes et selon l'évolution de la trésorerie. Il m'a dit, mais bien sûr, je comprends, pas de problème, etc. Vous inquiétez pas, c'est mes affaires, ça ne regarde que moi, etc. Ça reste entre nous. 2 jours après, toute la boîte est au courant. Merci d'avoir partagé cette anecdote avec nous. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné sur cette table ronde qui est la première du cycle Interférence. Simona, merci je rends la à parole. tous les 3 de votre présence, de vos éclairages, de vos échanges très riches. Merci au public pour les questions. C'est un sujet qui intrigue, qui intéresse, qu'on aborde avec audace, avec pudeur, avec tout le panel émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. Je vous invite bien évidemment à poursuivre les échanges lors d'un cocktail. Merci encore une fois et à la prochaine. Rendez-vous à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.